Préface à l'édition du 10e anniversaire par Stephen Covey. Quand John Maxwell m'a demandé d'écrire la préface de cette édition 10e anniversaire de Les 21 lois irréfutables du leadership, j'ai été honoré, puis intrigué. Au cours des 2 dernières décennies, John et moi avons voyagé sur des voies parallèles en tant que conférenciers et écrivains. Nous avons été tous les deux nommés experts en leadership au travers de ces années. Nous connaissons et respectons le travail de l'autre. Malgré toutes les similitudes de nos messages respectifs, nous n'avons que rarement partagé le même public. Alors cette occasion qui m'est offerte de vous recommander ce livre me permet de présenter John et son enseignement aux gens qui me suivent, mais qui n'ont pas encore eu l'opportunité de le connaître. Et quel meilleur livre recommandé que cette nouvelle version améliorée de Les 21 lois irréfutables du leadership. C'est en quelque sorte le manifeste de son enseignement et de sa vie. Étudiez ce livre et vous apprendrez à connaître John Maxwell, tant l'homme que sa philosophie du leadership. Quand Les 21 lois irréfutables du leadership a été publié la première fois en 1998, j'ai tout de suite vu à quel point ces lois étaient à la fois pratiques et applicables. Elles le sont encore aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, John Maxwell a acquis une solide réputation de communicateur. Et, comme il le dit lui-même, les communicateurs ont cette capacité de rendre simple ce qui est compliqué. Ce livre est beaucoup plus un manuel d'instruction de base du leadership qu'une thèse ésotérique. À chaque chapitre, vous apprendrez à connaître des individus qui ont, ou d'autres qui n'ont pas, obéi à la loi dont il est question. La loi en elle-même est définie clairement et simplement. Et le plus important, John vous donnera les étapes spécifiques pour l'appliquer au travail, dans votre communauté, au sein de votre famille ou dans votre église. En me parlant de cette nouvelle édition, John m'a fait part de son enthousiasme d'avoir l'opportunité d'inclure certaines leçons qu'il a apprises depuis la première publication de Les 21 lois irréfutables du leadership. Je sais de quoi il parle. Le leadership n'est pas statique, pas plus que ne devraient l'être les livres sur le sujet. Je crois que cette édition révisée aura encore plus de succès que la précédente. Les lois ont été mises à jour, les illustrations raffinées et les applications améliorées. Les principes fondamentaux du leadership n'ont pas été abandonnés, ils ont été plutôt mis à jour pour une nouvelle génération de leaders. Aussi bonne était la première édition, celle-ci est encore meilleure. Si les 21 lois irréfutables du leadership est une nouveauté pour vous, laissez-moi vous dire que vous ne regretterez pas l'écoute de ce livre. Cela changera votre manière de vivre et de mener les autres. Au fil de l'écoute, votre désir d'en savoir plus augmentera et vous verrez croître votre capacité à mener les personnes. Si vous avez lu le livre original, vous serez excité par cette nouvelle édition. Vous allez apprendre plusieurs nouvelles leçons et vous remémorer celles qui vous ont si bien servi depuis. En mettant en pratique les nouvelles activités proposées, vous allez affiner vos compétences. Je suis confiant que vous allez apprécier et profiter de l'écoute de ce livre comme je l'ai fait. Vous y trouverez des histoires de leadership extraordinaires et très inspirantes. Stephen Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens vraiment efficaces, La 8e habitude et Chaque jour meilleur. Je tiens à remercier Charlie Wetzel et le reste de l'équipe qui m'a aidé à élaborer et à publier ce livre, et aux personnes de mes organisations qui le soutiennent. Vous m'apportez tous une valeur ajoutée incroyable, qui me permet d'apporter une valeur ajoutée aux autres. Ensemble, nous faisons la différence. Introduction. Chaque livre est un dialogue entre l'auteur et le lecteur. Certaines personnes choisissent un livre espérant y trouver un peu d'encouragement. D'autres en dévorent l'information comme si elles assistaient à un colloque intensif. Et il y a celles encore qui trouvent dans ces pages un mentor qu'elles peuvent rencontrer sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Ce que j'aime en écrivant des livres, c'est que cela me permet de parler à beaucoup de gens que je ne rencontrerai jamais personnellement. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision en 1977 de devenir auteur. J'avais la passion d'augmenter la valeur des gens, ce qui me donnait l'énergie d'écrire. Cette passion brûle encore en moi aujourd'hui. Peu de choses sont plus enrichissantes pour moi que de rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu et qui me dit « Merci, vos livres m'ont réellement aidé. Voilà pourquoi j'écris.
et que j'ai l'intention de continuer de le faire. Même si j'éprouve une profonde satisfaction sachant que les livres aident les gens, il y a aussi une grande frustration du fait d'être auteur. Quand un livre est publié, c'est comme s'il était figé dans le temps. Si nous nous connaissions personnellement et nous rencontrions chaque semaine ou chaque mois pour parler de leadership, chaque fois que nous nous verrions, je vous partagerai quelque chose de nouveau que j'ai appris. Je continue à grandir en tant que personne. Je lis constamment. J'analyse mes erreurs. Je parle à d'excellents leaders pour apprendre d'eux. Chaque fois que nous nous verrions, vous et moi, je vous dirai « Vous ne croirez pas ce que je viens d'apprendre ». En tant que conférencier, j'enseigne souvent les principes dont je parle dans mes livres et je mets constamment à jour mon matériel. J'utilise de nouvelles histoires, j'affine mes idées et j'obtiens de nouveaux aperçus quand je suis devant une assistance. Cependant, quand je revois les livres que j'ai écrits précédemment, je réalise d'abord à quel point j'ai changé depuis que je les ai écrits. Puis ça me frustre que mes livres ne puissent pas changer en même temps que moi. Voilà pourquoi j'étais emballé quand mon éditeur, Thomas Nelson, a demandé si je voulais réviser les 21 lois irréfutables du leadership pour une édition spéciale 10e anniversaire. Quand j'ai écrit le livre, c'était ma réponse à la question « Si vous deviez prendre tout ce que vous avez appris sur le leadership au cours des années et le réduire à une courte liste, quelle serait-elle » J'ai mis sur papier les points essentiels du leadership, communiqués de façon aussi simple et claire que possible. Et dès que le livre fut publié et qu'il apparut sur les listes de best-sellers, j'ai réalisé qu'il avait le potentiel d'aider beaucoup de gens à devenir de meilleurs leaders. 10 ans plus tard, j'ai pu ajouter ce que j'avais appris au cours de la décennie précédente. Il y avait 2 nouvelles lois que j'avais découvertes et 2 anciennes dont je me suis rendu compte qu'elles étaient des sous-ensembles d'autres lois. J'ai été heureux de faire ces mises à jour et d'autres. C'était l'occasion d'améliorer le livre. Développement égale changement. 15 autres années se sont écoulées depuis lors. Lorsque mon éditeur m'a demandé si je voulais revoir le livre et le mettre à jour pour cette édition du 25e anniversaire, j'ai bien sûr dit oui. Cependant, en abordant cette tâche, je me suis demandé comment je me sentirais par rapport aux lois et ce que je voudrais changer. Je suis heureux de dire qu'en relisant le livre, j'ai constaté que les lois étaient toujours aussi solides. Elles continuent de résister à l'épreuve du temps. Si vous les suivez, les gens vous suivront. En enseignant les lois pendant plus de 2 décennies dans des dizaines de pays du monde entier, j'ai répondu à des milliers de questions sur les lois. Ce processus a fait avancer ma réflexion au-delà de ce qu'elle était lorsque j'ai écrit le livre pour la première fois ou lorsque j'ai fait la révision du 10e anniversaire. Travailler sur cette édition du 25e anniversaire m'a permis d'apporter davantage d'améliorations à partir de mon expérience de direction d'autres personnes et d'enseignement des lois. Par exemple, j'ai légèrement reformulé les titres d'appel de la loi du plafonnement, de la loi du respect et de la loi du cercle rapproché pour les rendre plus clairs. J'ai supprimé certaines histoires qui semblaient dépassées et les ai remplacées par des histoires sur des leaders fantastiques comme Angela Arendt, Ed Bastian, Jamie Kern Lima et Mark Cole. Et j'ai développé du nouveau matériel pour mieux expliquer et illustrer certaines des lois. J'estime avoir révisé 30% du livre et en avoir simplifié une partie. Il y a 2 autres choses qui se sont confirmées pour moi au fur et à mesure que j'enseignais les 21 lois au fil des ans et que je revisitais le livre. 1. Le leadership demande la capacité de bien faire plus d'une chose. Les personnes qui ont du succès comprennent instinctivement que la concentration est importante pour la réussite. Mais le leadership est très complexe. Durant une pause lors d'une conférence où j'enseignais les 21 lois, un jeune étudiant du collège vint me voir et me dit « Je sais que vous enseignez les 21 lois du leadership, mais j'aimerais aller droit au but. » Avec intensité, il pointe à son index et demanda « Quelle est la seule chose que je dois connaître sur le leadership ?» Essayant d'égaler son intensité, j'ai pointé mon index et répondu « La chose que vous avez besoin de savoir sur le leadership, c'est qu'il y a plus d'une chose que vous avez besoin de connaître sur le leadership. Pour bien diriger, vous devez bien faire 21 choses. » 2. Personne ne réussit bien les 21 lois dans leur ensemble. Malgré le fait que nous devions bien réussir 21 choses pour être d'excellents leaders, c'est en fait que personne d'entre nous ne les fait toutes bien. Par exemple,
Je suis dans la moyenne et sous la moyenne dans 5 des lois, et j'ai écrit le livre. Alors, que doit faire un leader? Ignorer ses lois? Non. Développer une équipe de leadership. À la fin de ce livre, il y a une évaluation de leadership. Je vous encourage à la faire pour évaluer votre aptitude dans chaque loi. Quand vous aurez découvert dans quelle loi vous êtes dans la moyenne ou sous la moyenne, commencez à chercher parmi les membres de votre équipe ceux qui sont forts là où vous êtes faible. Ils vous compléteront et vice-versa, et toute l'équipe en bénéficiera. Vous pourrez alors développer une équipe de leadership de qualité. Rappelez-vous, aucun d'entre nous n'est aussi intelligent que nous tous. Certaines choses changent, d'autres jamais. Le leadership est certainement devenu plus complexe ces dernières années. Les temps sont durs et il peut être difficile d'amener les gens à travailler ensemble. Le besoin d'un bon leadership n'a jamais été aussi grand. Les entreprises, les gouvernements, les familles, les communautés et les équipes ont besoin de bons leaders pour les aider. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de présenter ces lois à une nouvelle génération de leaders. Apprenez les lois et elles vous aideront à diriger. Bien que les défis particuliers en matière de leadership changent d'année en année et de communauté en communauté, certaines choses n'ont pas changé. Il est toujours vrai que le leadership est le leadership, peu importe où vous allez ou ce que vous faites. Les temps changent, la technologie progresse, les cultures diffèrent d'un endroit à l'autre. Mais les principes du leadership sont constants. Que vous regardiez les citoyens de la Grèce antique, les Hébreux dans l'Ancien Testament, les armées du monde moderne, les leaders de la communauté internationale, les pasteurs dans les églises locales ou les gens d'affaires dans l'économie globale d'aujourd'hui. Les lois du leadership s'appliquent indépendamment du sexe, de l'âge, de l'expérience ou de l'environnement du leader. Les lois du leadership ne changent pas et résistent à l'épreuve du temps. En écoutant les chapitres qui suivent, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit 5 points. 1. Les lois s'apprennent. Certaines sont plus faciles à comprendre et à appliquer que d'autres, mais chacune d'entre elles peut être acquise. 2. Les lois peuvent être indépendantes. Chaque loi complète toutes les autres, mais il n'est pas nécessaire d'en connaître une pour en apprendre une autre. 3. Les lois ont des conséquences. Appliquez les lois et les gens vous suivront. Si vous les violez ou les ignorez, vous ne serez pas efficace pour diriger les autres. 4. Les lois sont intemporelles. Que vous soyez jeune ou vieux, inexpérimenté ou expérimenté, les lois s'appliquent. Elles s'appliquaient à vos grands-parents et elles s'appliqueront à vos arrière-petits-enfants. 5. Les lois sont le fondement du leadership. Une fois que vous aurez appris les principes, vous devrez les mettre en pratique et les appliquer à votre vie. Si vous le faites, vous deviendrez un meilleur leader. Si vous venez tout juste de découvrir l'impact du leadership ou si vous êtes un leader naturel qui a déjà des adeptes, vous pouvez devenir un meilleur leader. Que vous soyez adolescent et que vous dirigiez d'autres personnes au sein d'une association d'étudiants ou dans le domaine du sport, ou que vous soyez septuagénaire comme moi et que vous fassiez la différence à un âge avancé, vous pouvez vous améliorer. En écoutant les lois, vous réaliserez peut-être que vous en pratiquez déjà certaines de façon très efficace. D'autres lois vont peut-être révéler une faiblesse que vous ignoriez. Utilisez cette révision comme une expérience d'apprentissage. Dans cette édition, j'ai inclus des exercices à la fin de chaque chapitre pour vous aider à appliquer chaque loi dans votre vie. Où que vous vous trouviez dans le processus de leadership, sachez ceci. Plus vous apprenez de lois, meilleur leader vous deviendrez. Chaque loi est un outil, prêt à être saisi et utilisé pour vous aider à réaliser vos rêves et ajouter de la valeur aux autres. Si vous ne prenez qu'une seule loi, vous deviendrez un meilleur leader. Apprenez-les toutes et les gens vous suivront avec joie. Ouvrons maintenant ensemble la boîte à outils. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Chapitre 1. La loi du plafonnement. Votre manière de diriger détermine votre succès.
Je démarre souvent mes conférences sur le leadership par l'explication de la loi du plafonnement, parce que cela aide les gens à comprendre la valeur du leadership. Si vous parvenez à saisir cette loi, vous verrez l'incroyable impact qu'elle a sur chaque aspect de la vie. La voici donc. Votre manière de diriger détermine votre succès. Le leadership est le plafond de votre potentiel. Plus l'aptitude à être un leader est basse, plus le plafond de son potentiel est bas. Plus le leadership est élevé, plus l'efficacité est grande. À titre d'exemple, si votre leadership mérite un 8, votre efficacité ne sera jamais plus élevée qu'un 7. Si votre leadership n'est qu'un 4, alors votre efficacité ne dépassera pas un 3. Votre capacité à diriger, pour le meilleur ou pour le pire, détermine toujours votre efficacité avec les autres et le potentiel de votre équipe. Votre manière de diriger détermine votre succès. À la recherche d'une opportunité. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre la loi du plafonnement. En 1930, deux jeunes frères, appelés Dick et Maurice, quittent le New Hampshire pour la Californie en quête du rêve américain. Ils venaient de quitter le lycée et ne voyaient pas beaucoup d'opportunités s'ouvrir devant eux dans leur région. Ils ont donc foncé vers Hollywood, où ils ont fini par trouver du travail sur le plateau d'un studio de cinéma. Au bout d'un certain temps, leur esprit d'entreprise et leur intérêt pour l'industrie du spectacle les incitèrent à ouvrir un cinéma à Glendale, une ville à environ 10 km au nord-est de Hollywood. Mais en dépit de tous leurs efforts, les frères n'arrivèrent pas à rentabiliser leur entreprise. Comme les frères désiraient fortement réussir, ils continuèrent à chercher de meilleures opportunités. Les drive-in restaurants étaient un nouveau phénomène apparu au début des années 30, alors que les gens devenaient de plus en plus dépendants des voitures. Plutôt que de manger dans une salle à manger, les clients passaient commande auprès des serveurs et recevaient leur nourriture sur des plateaux directement dans leur voiture. À l'époque, la nourriture était servie dans des assiettes, avec des verres et des ustensiles en métal. En 1937, Dick et Maurice ouvrirent un petit restaurant drive-in à Pasadena et ce fut un grand succès. Les habitants du sud de la Californie étaient devenus très tributaires de leurs voitures, et la culture était en train de se transformer pour y faire face, y compris ces entreprises. En 1940, ils décident de déménager à San Bernardino, une ville ouvrière en plein essor située à 80 km à l'est de Los Angeles, construisent un bâtiment plus grand et élargirent leur menu, qui ne comprenait plus seulement des hot dogs, des frites et des milkshakes, mais aussi des sandwichs au bœuf et au porc grillé, des hamburgers et d'autres produits. Leur activité explosa. Les ventes annuelles atteignirent 200 000 $ et les frères se partagèrent 50 000 $ de bénéfices chaque année, une somme qui les plaça parmi l'élite financière de la ville. En 1948, leur intuition leur dit que les temps étaient en train de changer. Ils éliminèrent les serveurs, commencèrent à servir uniquement les clients sans rendez-vous et rationalisèrent tout pour réduire leurs coûts et baisser leurs prix. Ils réduisirent leur menu et se concentrèrent uniquement sur les hamburgers. Ils supprimèrent les assiettes, les verres et les couverts métalliques, les remplaçant par des produits papier. Ils créèrent aussi ce qu'ils appelèrent le système de service rapide. Leur cuisine finit par ressembler à une chaîne de montage où chaque personne se concentrait sur le service rapide. Leur objectif était de boucler la commande de chaque client en 30 secondes ou moins. Et ils y réussirent. Dès le milieu des années 50, leur bénéfice annuel atteignait 350 000 $. Et à ce stade, Dick et Maurice se partageaient des bénéfices nets d'environ 100 000 $ par an. Qui étaient ces frères? Vous aurez probablement deviné leur nom de famille, McDonald. Dick et Maurice McDonald avaient touché le gros lot américain. Et la suite, comme on dit, c'est de l'histoire, n'est-ce pas? Faux. Les McDonald ne sont jamais allés plus loin parce que leur faible leadership a plafonné leur capacité de réussite. L'histoire derrière l'histoire. C'est vrai que les frères McDonald étaient à l'abri financièrement. Leur entreprise de restauration était l'une des plus profitables du pays et ils avaient l'impression d'avoir beaucoup de mal à dépenser tout l'argent qu'ils gagnaient. Leur génie résidait dans le service à la clientèle et l'organisation des cuisines. Ce talent conduisit à la création d'un nouveau système de services alimentaires et de boissons. En fait, leur talent était si universellement connu dans le milieu des services alimentaires que les gens, partout dans le pays, commencèrent à leur écrire et leur rendre visite pour en apprendre davantage sur leurs méthodes. On en arriva à un stade où ils recevaient jusqu'à 300 appels et lettres par mois. Ceci les conduisit à l'idée de commercialiser le concept McDonald's. L'idée de restaurant franchisé n'était pas nouvelle. Elle circulait depuis plusieurs décennies.
Pour les frères McDonald, cela sembla un moyen de gagner de l'argent sans avoir eux-mêmes à ouvrir un autre restaurant. En 1952, ils s'y attaquèrent, mais leur effort aboutit à un sombre échec. La raison en était simple. Il leur manquait le leadership nécessaire pour rendre efficace une plus grande entreprise. Dick et Maurice étaient bons patrons de restaurants. Ils comprenaient comment diriger une affaire, rendre leurs systèmes efficaces, réduire les coûts, augmenter les bénéfices. C'étaient des managers efficaces, mais ce n'étaient pas de grands leaders. Leur schéma de pensée brida ce qu'ils pouvaient faire et devenir. Au sommet de leur réussite, Dick et Maurice se heurtèrent de plein fouet à la loi du plafonnement. Les frères s'associent à un meilleur leader. En 1954, les frères rencontrèrent Ray Kroc. Il avait dirigé une petite entreprise qui vendait des machines à milkshake. Il connaissait les frères McDonald parce que leur restaurant était un de ses meilleurs clients. Et dès qu'il rendit visite à leur boutique, il eut la vision du potentiel qu'on pouvait en tirer. Il voyait le restaurant s'étendant nationalement dans des centaines de marchés. Il conclut bientôt un accord avec Dick et Maurice et, en 1955, il constitua McDonald's Systems Inc., devenue par la suite la McDonald's Corporation. Pendant les années où Dick et Maurice avaient tenté de franchiser leur système de services alimentaires, ils parvinrent à vendre le concept à seulement 15 acheteurs, dont 10 seulement ouvrirent en fait des restaurants. Et même pour cette petite initiative, leur leadership et leur vision, limitée, furent un obstacle. Par exemple, quand leur premier franchisé, Neil Fox de Phoenix, leur dit qu'il voulait appeler son restaurant McDonald's, la réponse de Dick fut « Pourquoi faire ? McDonald's ne veut rien dire à Phoenix. » Kroc pensa et dirigea différemment. Il acheta aussitôt les droits d'une franchise afin de pouvoir l'utiliser comme modèle et prototype pour vendre d'autres franchises. Entre 1955 et 1959, Kroc réussit à ouvrir 100 restaurants. 4 ans plus tard, il y en avait 500. Pendant ses 8 premières années chez McDonald's, il ne perçut aucun salaire. Non seulement cela, mais il emprunta de l'argent à la banque en contrepartie de son assurance vie pour couvrir les salaires de quelques leaders clés qu'il voulait dans son équipe. Il avait la vision et la capacité de faire de McDonald's une entité d'envergure nationale. En 1961, moyennant la somme de 2,7 millions de dollars, Kroc acheta aux frères les droits exclusifs sur McDonald's et commença à transformer McDonald's en une institution américaine et une entreprise mondiale. Aujourd'hui, McDonald's a ouvert plus de 38 000 restaurants dans 120 pays. En 2019, elle a enregistré un bénéfice net de 6,1 milliards de dollars et sa valeur nette est estimée à 170 milliards de dollars. Et elle est toujours en pleine croissance. Rien de tout cela n'aurait été possible sans Ray Kroc. Le leadership des frères McDonald avait été le plafond de l'entreprise, alors que Kroc avait fait sauter le plafond. La réussite sans leadership. Je crois que la réussite personnelle est à la portée de pratiquement tout le monde. Mais je crois aussi que mieux on sait diriger, mieux on peut réussir. Plus vous voulez grimper haut, plus vous avez besoin de leadership. Plus l'impact que vous voulez créer est grand, plus votre influence doit être grande. Quoi que vous cherchiez à accomplir, ce sera limité par votre aptitude à être un meneur d'hommes. Permettez-moi de vous donner une image de ce que je veux dire. Tenez votre main gauche devant vous, paume vers le bas. Cela représente votre niveau de leadership. Si votre niveau de leadership est faible, tenez votre main au niveau de la taille. S'il est moyen, tenez-la à hauteur de la poitrine. Maintenant, mettez votre main droite en dessous. C'est votre succès. Voici la réalité du leadership et du succès. La main de votre succès ne pourra jamais aller plus haut que votre main de leader. Elle se heurtera toujours à elle. Je l'expliquerai d'une autre manière. Disons qu'en ce qui concerne la réussite, vous avez un 8 sur une échelle de 1 à 10. C'est plutôt bien. Je crois qu'on peut raisonnablement dire que les frères McDonald étaient à ce niveau. Mais disons aussi que le leadership est le dernier de vos soucis. Vous ne vous en souciez pas et vous ne faites aucun effort pour vous développer en tant que leader. Votre niveau d'efficacité serait ainsi très bas. Pour augmenter votre niveau d'efficacité, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez travailler avec acharnement pour augmenter votre attachement au succès et à l'excellence en visant un 10. Il est possible que vous puissiez atteindre ce niveau, bien que la loi des marges décroissantes dise que l'effort nécessaire pour arriver à ces 2 derniers points
puisse exiger plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour atteindre les 8 premiers. Si vous vous tuiez véritablement au travail, vous pourriez augmenter votre réussite de 25%. Mais vous avez une autre option. Vous pouvez travailler dur pour augmenter votre niveau de leadership. Votre aptitude au leadership devienne, disons, un 7. En augmentant votre aptitude au leadership, sans aucunement augmenter votre attachement à la réussite, vous pourriez augmenter votre efficacité originelle de 600%. Le leadership a un effet multiplicateur. J'en ai constaté l'impact maintes et maintes fois dans toutes sortes d'entreprises et d'organisations à but non lucratif. Et c'est pour cela que j'ai enseigné le leadership pendant plus de 30 ans. Pour changer la direction de l'organisation, changez de leader. L'aptitude au leadership est toujours le plafond de l'efficacité personnelle et organisationnelle. Si le leadership est fort, le plafond de l'équipe ou de l'organisation est haut. Mais s'il ne l'est pas, alors il est limité. Voilà pourquoi, quand elles connaissent des moments difficiles, les organisations vont à la recherche tout naturellement d'un nouveau leadership. Quand le pays connaît des moments difficiles, il élit un nouveau président. Quand une entreprise perd de l'argent, elle engage un nouveau PDG. Quand une église est en difficulté, elle cherche un nouveau pasteur principal. Quand une équipe sportive ne cesse de perdre, elle recherche un nouvel entraîneur. La relation entre le leadership et l'efficacité est peut-être plus évidente dans les sports où les résultats sont immédiats et évidents. Dans les organisations sportives professionnelles, le talent de l'équipe est rarement le problème. Le leadership est le problème. Lorsque les leaders à tous les niveaux sont bons, l'équipe a de bonnes chances de remporter un championnat. Lorsque le leadership est faible à tous les niveaux, l'équipe réussit rarement. Où que vous cherchiez, vous pouvez trouver des gens intelligents, talentueux, qui réussissent, mais qui n'atteignent qu'un certain niveau en raison des limitations de leur leadership. Par exemple, quand Apple démarra vers la fin des années 70, Steve Wozniak était le cerveau derrière l'ordinateur Apple. Son plafond était si élevé qu'il a construit une organisation de classe mondiale et en a fait l'une des entreprises ayant le plus de valeur au monde. Voilà l'impact de la loi du plafonnement. Lorsque je vivais à San Diego, j'ai rencontré Don Stephenson, le président de Global Hospitality Resources Inc., une société internationale de conseil et de consultants en matière d'hospitalité. Au cours du déjeuner, je l'ai interrogé sur son organisation. À l'époque, sa société reprenait la gestion d'hôtels et de centres de villégiature qui n'étaient pas en bonne santé financière. Sa société supervisait d'excellents établissements, comme la Costa en Californie du Sud. Don dit que chaque fois que ses collaborateurs arrivaient dans une organisation pour la prendre en main, son entreprise commençait toujours par faire 2 choses. D'abord, former tout le personnel pour améliorer le niveau du service auprès des clients. Ensuite, virer le leader. Quand il me dit cela, je fus surpris au début. « Vous les virez toujours ?» lui ai-je demandé. « À chaque fois ?»« C'est ça, à chaque fois, » dit-il. « Vous ne parlez pas d'abord à l'intéressé pour vérifier s'il est un bon leader ?» dis-je. « Non, » répondit-il. « S'il avait été un bon leader, l'entreprise n'aurait pas été dans le pétrin où elle était. » Et je me suis dit, bien sûr, c'est la loi du plafonnement. Pour atteindre le niveau d'efficacité le plus élevé, il faut hausser le plafond, d'une façon ou d'une autre. La bonne nouvelle est que se débarrasser du leader n'est pas la seule solution. De même que j'enseigne lors des conférences qu'il y a un plafond, j'enseigne aussi qu'il est possible de le hausser, mais c'est là le sujet d'une autre loi du leadership. La loi du plafonnement. Mettre en pratique dans votre vie. 1. Dressez la liste de vos principaux objectifs. Tentez de mettre l'emphase sur les objectifs activités qui exigeront au moins une année de votre temps. Identifiez au minimum 5 éléments, mais sans excéder 10. Déterminez ensuite lesquels nécessiteront la participation ou la coopération d'autres personnes. Vos aptitudes en leadership auront des incidences importantes sur votre efficacité à mener à terme ces activités. 2. Évaluez vos aptitudes à exercer un leadership. Veuillez passer l'évaluation sur le leadership disponible à la fin de ce livre audio. Les résultats obtenus vous permettront de découvrir vos propres aptitudes de leader. 3. Demandez à d'autres personnes d'évaluer votre niveau de leadership. Discutez avec votre patron, votre conjoint ou conjointe, 2 collègues de travail de votre niveau, ainsi que 3 personnes sous votre autorité afin d'échanger sur vos aptitudes à exercer un leadership. Demandez à chaque personne de vous évaluer sur une échelle de 1, faible, à 10, élevé, dans chacun des domaines suivants. Compétences relationnelles,
planification et réflexion stratégique, vision, résultat. Faites la moyenne des 4 résultats de chaque personne. Comparez maintenant leurs notes ainsi que la note globale de l'évaluation à la fin du livre audio, la note que vous vous êtes attribuée. Avez-vous obtenu une note supérieure, inférieure ou identique à celle des autres? Si vous observez un écart entre votre auto-évaluation, les résultats de l'évaluation et les opinions des autres, essayez d'en déterminer la cause. Êtes-vous désireux de poursuivre votre croissance dans le domaine du leadership? Chapitre 2. La loi de l'influence. La véritable mesure du leadership est l'influence, ni plus ni moins. À quoi ressemblent les leaders? Est-ce qu'ils montrent toujours une image de puissance, très charismatique et qui impressionne? Comment se mesure l'efficacité d'un leader? Est-ce que vous pouvez mettre 2 personnes côte à côte et dire instantanément laquelle des 2 est le meilleur leader? Ce sont des questions que les gens se posent depuis des centaines d'années. L'un des leaders les plus efficaces du XXe siècle n'était pas impressionnant à première vue. Quand la plupart des gens pensent à Mère Teresa, ils imaginent une petite femme frêle qui s'est consacrée à servir les plus pauvres parmi les pauvres. C'est ce qu'elle était. Mais elle était également un leader fantastique. Je dis cela parce qu'elle avait énormément d'influence sur les autres. Si vous n'avez pas d'influence, vous ne serez jamais capable de mener les autres. Petite stature, grand impact. Lucinda Vardy, qui a travaillé avec elle sur le livre Un chemin tout simple, a décrit la religieuse comme la quintessence de l'entrepreneur énergique, qui a perçu un besoin et l'a comblé, bâti une organisation contre vents et marées, qui a formulé sa constitution et créé des filiales dans le monde entier. L'organisation que Mère Teresa a fondée s'appelle les Missionnaires de la Charité. Alors que d'autres ordres vocationnels de l'Église catholique déclinaient, le sien a grandi rapidement, atteignant plus de 4000 membres de son vivant, sans compter les nombreux volontaires. Sous sa direction, ses disciples ont servi dans 25 pays sur les 5 continents. Rien qu'à Calcutta, elle a mis en place un foyer pour enfants, un centre pour lépreux, un foyer pour les mourants et les indigents et un foyer pour tuberculeux ou malades mentaux. Ce genre de structure organisationnelle ne peut qu'être l'œuvre d'un vrai leader. L'impact de Mère Teresa s'étendait bien au-delà de son entourage immédiat. Les gens de tous horizons et de toutes les nations autour du monde la respectaient. Quand elle parlait, les gens écoutaient. Peggy Noonan, auteure et ancienne rédactrice des discours présidentiels, a écrit un article sur le discours prononcé par Mère Teresa au National Prayer Breakfast en 1994. Il illustrait son degré d'influence sur les autres. Noonan a dit « L'establishment de Washington était là, ainsi que quelques milliers de chrétiens nés de nouveau, de catholiques orthodoxes et de juifs. Elle parla de Dieu, d'amour et de famille. Elle dit que nous devons nous aimer les uns les autres et nous soucier les uns des autres. Il y eut d'importants murmures d'approbation. Mais à mesure que le discours continuait, il devint plus directif. Elle demanda « Faites-vous assez pour vous assurer que vos parents, dans la maison de retraite, sentent votre amour ? Leur apportez-vous chaque jour votre joie et votre sollicitude ?» Les baby-boomers commencèrent à se tortiller sur leur siège. Et elle poursuivit. « Je sens que le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est l'avortement, » dit-elle. Et elle leur dit pourquoi en termes intransigeants. Pendant environ 1 seconde 3, il y eut un silence total. Puis les applaudissements envahirent la salle. Mais tout le monde n'applaudit pas. Le président et la première dame, Bill et Hillary Clinton, le vice-président et Madame Gore restèrent de marbre sans bouger un muscle, comme au musée de Madame Tussaud à Londres. Mère Teresa ne s'est pas arrêtée là non plus. Quand elle eut terminé, il n'y avait pour ainsi dire personne qu'elle n'avait pas offensé. Si n'importe quelle autre personne dans le monde avait fait ces déclarations, les réactions des gens auraient été ouvertement hostiles. Ils l'auraient huée, conspuée, ou seraient partis en fulminant. Mais l'orateur était Mère Teresa. Elle était probablement la personne la plus respectée de la planète à cette époque-là. Tout le monde écoutait donc ce qu'elle avait à dire, même si beaucoup d'entre eux étaient violemment en désaccord avec ce qu'elle disait. En fait, chaque fois que Mère Teresa parlait, les gens écoutaient. Pourquoi ? Parce qu'elle était un véritable leader. Et quand le véritable leader parle, les gens écoutent. Le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins.
Le leadership n'est pas... Le leadership est souvent mal compris. Lorsque j'ai commencé à proposer des conférences sur le leadership dans les années 1970, j'avais du mal à convaincre les gens de venir. À l'époque, si les gens avaient un titre ou une position de leader, ils disaient « Je n'ai pas besoin de venir apprendre le leadership, je suis déjà un leader ». Ils pensaient qu'ils étaient arrivés. En même temps, les personnes qui n'avaient pas de poste ou de titre disaient « Je ne suis pas un leader », c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de poste, donc je n'ai pas besoin de venir. Ils ne comprenaient pas que devenir un leader était un processus que quelqu'un pouvait suivre. J'en parle davantage dans la loi du processus. Pour contrer cette mentalité, j'ai commencé à enseigner les 5 niveaux de leadership, bien qu'à l'époque je les appelais les 5 niveaux d'influence, pour aider les gens à comprendre que la position est le niveau le plus bas du leadership, le point de départ. Le véritable leadership ne peut être attribué, nommé ou assigné. Il ne vient que du développement de l'influence, et cela ne peut pas être imposé. Il doit être gagné. Les 5 niveaux de leadership constituent une feuille de route pour ce processus. La seule chose qu'un titre peut acheter, c'est du temps, soit pour augmenter votre niveau d'influence sur les autres, soit pour l'affaiblir. Lorsque les gens ont compris cela, ils se sont ouverts à la manière dont le leadership fonctionne réellement. Aujourd'hui, les gens ont parfois une autre fausse idée du leadership. Lorsqu'ils m'entendent dire que le leadership est une question d'influence, ils confondent influence et popularité. Vous pouvez avoir une carrière très médiatisée à la télévision, dans la musique ou au cinéma, ou vous pouvez avoir des millions de suiveurs sur les réseaux sociaux et des milliers de likes sur vos posts, mais cela ne fait pas de vous un leader. Cela vous rend populaire. Et ce n'est pas la même chose. Les gens peuvent être intéressés par une personne ayant une influence sociale, mais cela ne devient pas une influence de leader tant que les personnes qui la suivent ne changent pas leur comportement et ne prennent pas de mesures suite à l'interaction avec l'influenceur. C'est le type d'influence que je décris lorsque j'affirme que le leadership est une influence, ni plus ni moins. 5 mythes concernant le leadership. Au fil des ans, j'ai rencontré beaucoup de fausses opinions et de mythes que les gens entretiennent au sujet des leaders et du leadership. Je veux partager avec vous les 5 plus usuels. 1. Le mythe du management. Une erreur très répandue consiste à croire que mener et diriger sont une seule et même chose. Il y a encore quelques années, des livres prétendant traiter du leadership étaient souvent en fait sur le management. La principale différence entre les deux est que le leadership consiste à influencer les gens pour qu'ils suivent, alors que le management se concentre sur le maintien des systèmes et des processus. Comme l'ancien PDG de Chrysler, Lee Iacocca, observa avec ironie, « Parfois, même le meilleur des managers est comme le petit garçon avec un gros chien, qui attend de voir où le chien veut aller afin qu'il puisse l'y conduire. Le meilleur moyen de tester si une personne peut être un leader plutôt qu'un simple manager est de lui demander de créer un changement positif. Les managers sont capables de poursuivre une direction, mais pas de la changer. Pour conduire les gens dans une nouvelle direction, il faut avoir de l'influence. 2. Le mythe de l'entrepreneur. Souvent, les gens supposent que tous les entrepreneurs sont des leaders. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les entrepreneurs sont compétents pour identifier des opportunités d'affaires. Ils voient les besoins et savent comment y répondre pour produire un bénéfice. Mais tous les entrepreneurs ne sont pas tous doués avec les gens. Beaucoup sentent le besoin de collaborer avec quelqu'un de compétent dans la partie humaine de l'équation. S'ils ne peuvent pas influencer les gens, ils ne peuvent pas être des leaders. 3. Le mythe de la connaissance. Sir Francis Bacon dit « La connaissance, c'est le pouvoir ». Si vous pensez que le pouvoir est l'essence du leadership, vous déduirez naturellement que ceux qui sont en possession de la connaissance et de l'intelligence sont des leaders. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Vous pouvez visiter n'importe quelle université renommée et rencontrer de brillants chercheurs scientifiques et des philosophes dont la capacité de réfléchir est si élevée qu'elle est hors norme, mais dont l'aptitude à être un leader est si faible qu'elle ne figure même pas dans le tableau. Ni le QI, ni l'éducation ne sont nécessairement synonymes de leadership. 4. Le mythe du pionnier. Une autre idée fausse est de croire que quiconque est devant la foule est un leader. Être le premier n'est pas toujours la même chose qu'être un leader. Par exemple, Sir Edmund Hillary fut le premier homme à atteindre le sommet du mont Everest. Depuis son ascension historique en 1953, beaucoup d'autres l'ont suivi en réalisant également cet exploit. Mais cela ne fait pas d'Hillary un leader.
Il n'était même pas le leader de cette expédition-là. C'était John Hunt. Et lorsque Hillary s'est rendu au pôle Sud en 1958 dans le cadre de l'expédition transantarctique du Commonwealth, il accompagnait un autre leader, Sir Vivian Fox. Pour être un leader, une personne n'a pas seulement besoin d'être en tête, mais d'avoir des gens qui la suivent intentionnellement, lui et ses directives, et agissent conformément à sa vision. Être avant-gardiste n'est pas la même chose qu'être un leader. 5. Le mythe du poste. Comme il a été dit plus tôt, la plus grande méprise concernant le leadership est que les gens croient qu'il est basé sur le poste occupé. Ce n'est pas le cas. Si vous avez déjà refusé de suivre un mauvais patron, ou si vous avez déjà été nommé à un poste dans une équipe ou un comité et que les gens n'ont pas écouté vos conseils ou suivi vos directives, vous savez qu'un titre ne fait pas de vous un leader. Un poste vous donne seulement une chance. Stanley Hafty affirma « Ce n'est pas le poste qui fait le leader, mais le leader qui fait le poste. » Qui est le véritable leader? Il y a un jeu télévisé qui a débuté lorsque j'étais enfant et qui est dans sa 6e version appelée « To Tell the Truth ». Qui dit vrai? Voici comment il fonctionnait. Au début de l'émission, 3 candidats prétendaient être la même personne. L'une disait vrai et les 2 autres étaient des comédiens. Un panel de juges célébrités posait tour à tour des questions aux 3 candidats et lorsque le temps était écoulé, devait identifier quelle personne disait la vérité. Très souvent, les comédiens ont réussi à tromper les panélistes et le public. Quand il s'agit d'identifier un vrai leader, la tâche peut être beaucoup plus facile. N'écoutez pas les affirmations de la personne prétendant être le leader. Ne regardez pas ses diplômes, ne vous fiez pas à son titre. Vérifiez son influence. La preuve du leadership se trouve chez les suiveurs. J'ai personnellement appris la loi de l'influence quand j'ai accepté mon premier emploi à la sortie du collège. J'avais toutes les bonnes références, j'avais le bon diplôme, j'avais une bonne idée des tâches qui m'attendaient en raison de la formation que j'avais reçue de mon père. J'avais la position et le titre de leader de l'organisation. Cela faisait un très bon CV, mais cela n'a pas fait de moi un vrai leader. Lors de ma première réunion du conseil d'administration, j'ai vite compris qui était le vrai leader. Un fermier prénommé Claude. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Quand il faisait une suggestion, les gens le respectaient. Quand il dirigeait, les autres le suivaient. Si je voulais avoir un impact, il faudrait d'abord que j'influence Claude. Lui, à son tour, saurait influencer tous les autres. C'était la loi de l'influence à l'œuvre. Le leadership, c'est... La vraie mesure du leadership est l'influence, ni plus ni moins. Si vous observez la dynamique qui se produit entre les gens dans à peu près tous les aspects de la vie, vous verrez certaines personnes diriger et d'autres suivre. Si vous êtes un étudiant en leadership, vous commencez à remarquer les leaders. Ils se distinguent, et la position ou le titre n'ont souvent pas grand-chose à voir avec la personne qui dirige réellement. Cela étant, pourquoi certaines personnes s'imposent-elles comme des leaders alors que d'autres ne parviennent pas à influencer les gens, quels que soient leurs efforts? Je crois que plusieurs facteurs déterminent votre niveau d'influence. 1. La personnalité. Qui vous êtes? Le vrai leadership commence toujours par la personnalité. C'est pourquoi quelqu'un comme Billy Graham était en mesure d'attirer à lui de plus en plus de sympathisants avec les années. Les gens peuvent sentir la profondeur de sa personnalité. L'influence commence par qui vous êtes. 2. Les relations. Qui vous connaissez? Vous êtes un leader uniquement si vous avez des suiveurs. Et cela exige toujours le développement de relations. Plus vos relations sont fortes, plus votre potentiel de leadership sera fort. Dans ma carrière, à chaque fois que j'ai pris un nouveau poste de leadership, j'ai immédiatement commencé à construire des relations. Bâtissez suffisamment de relations de ce type avec les bonnes personnes et vous deviendrez le véritable leader de l'organisation. 3. La connaissance, ce que vous savez. L'information est vitale pour un leader. Vous devez connaître les faits, comprendre les facteurs dynamiques et le calendrier, et avoir une vision de l'avenir. La connaissance à elle seule ne fera pas de quelqu'un un leader, mais sans connaissance, personne ne peut le devenir. Chaque fois que j'ai été nouveau dans une organisation, j'ai toujours passé beaucoup de temps à faire mes devoirs avant d'essayer de prendre le leadership. 4. L'intuition, ce que vous ressentez. Le leadership exige plus qu'une simple maîtrise des données. Cela exige la capacité de transiger avec toutes sortes d'éléments intangibles. En fait, c'est souvent l'une des principales différences entre les gestionnaires et les leaders. Les leaders cherchent à reconnaître et à influencer les éléments intangibles comme l'énergie,
le moral, l'agenda et le momentum. 5. L'expérience. Où vous avez été. Plus les défis auxquels vous avez été confrontés en tant que leader dans le passé sont importants, plus les suiveurs sont susceptibles de vous donner une chance de diriger dans le présent. L'expérience ne garantit pas la crédibilité, mais elle incite les gens à vous donner une chance de prouver que vous êtes capable. 6. Les succès passés, ce que vous avez accompli. Rien n'est plus convaincant qu'un bon bilan. Quand j'ai occupé mon premier poste de leadership, je n'avais pas d'antécédents. Je ne pouvais pas utiliser mes succès passés pour convaincre les gens de croire en moi. Mais à mon deuxième emploi, j'avais un bilan positif. Chaque fois où je me suis dépassé, où j'ai pris un risque et réussi, les suiveurs avaient des raisons supplémentaires de faire confiance à mon aptitude au leadership et d'écouter ce que j'avais à dire. 7. La capacité. Ce que vous pouvez faire. L'essentiel pour les suiveurs est ce qu'un leader est capable de faire. Ils veulent savoir si cette personne peut mener l'équipe à la victoire. En fin de compte, c'est pour cette raison que les gens vous écouteront et vous reconnaîtront comme leur leader. Dès qu'ils ne croiront plus en vous, ils cesseront d'écouter et de vous suivre. Le leadership sans influence. Si vous voulez tester votre capacité à diriger par la seule influence, essayez de diriger une organisation de bénévoles. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que dans les organisations de bénévoles, il n'y a pas de levier. Il n'y a pas de rang ou de titre sur lequel s'appuyer. Il n'y a pas de salaire à retenir. Il n'y a pas de bénéfice ou d'avantage. Les employés sont plutôt coopératifs lorsque leur gagne-pain est en jeu. Mais dans les organisations bénévoles, ce qui fonctionne, c'est le leadership dans sa forme la plus pure, l'influence. Le psychologue Harry A. Overstreet a dit « L'essence même de tout pouvoir d'influencer réside dans l'obtention de la participation de l'autre personne. » On ne peut pas obliger les suiveurs dans les organisations de bénévoles à monter à bord. Si le leader n'a aucune influence sur eux, alors ils ne suivront pas. Récemment, lors d'une rencontre où je parlais devant un groupe de présidents et de chefs d'entreprise, un participant m'a demandé mon avis sur la manière de trouver les meilleurs leaders dans son organisation. Je lui ai conseillé de demander aux candidats de diriger une organisation de bénévoles pendant 6 mois. Si ces leaders peuvent amener les gens à les suivre alors qu'ils n'ont aucun moyen de pression, alors vous savez qu'ils peuvent influencer les autres. C'est la marque d'une véritable capacité de leadership. De commandant à simple soldat et de simple soldat à commandant suprême. Une de mes histoires favorites qui illustre la loi de l'influence concerne Abraham Lincoln. En 1832, des années avant qu'il ne devienne président, le jeune Lincoln rassembla un groupe d'hommes pour combattre pendant la guerre du Black Hawk. À cette époque, la personne qui rassemblait une compagnie de volontaires pour la milice devenait souvent son leader et avait un grade de commandement. Dans le cas présent, Lincoln avait le grade de capitaine. Mais Lincoln avait un problème. Il ne connaissait rien à la vie militaire. Il n'avait acquis aucune expérience dans ce domaine et ne connaissait rien à la tactique. Il avait du mal à se souvenir des procédures militaires les plus simples. Par exemple, un jour, Lincoln était en train de faire avancer environ 2 douzaines d'hommes à travers un champ quand il eut besoin de les guider pour passer une barrière pour accéder à un autre champ. Mais il ne savait comment faire. Relatant plus tard l'incident, Lincoln dit « Je n'arrivais absolument pas à me rappeler le commandement requis pour mettre ma compagnie en file indienne. Finalement, en nous approchant de la barrière, j'ai crié « Cette compagnie peut rompre les rangs 2 minutes, après quoi elle se rassemblera à nouveau de l'autre côté de la barrière. » Au fil des jours, le niveau d'influence de Lincoln sur les autres hommes de la milice se mit en fait à décroître. Alors que les autres officiers faisaient leurs preuves et montaient en grade, Lincoln s'aperçut qu'il allait dans la direction inverse. Il avait débuté avec le titre et la position de capitaine, mais cela ne lui fit guère de bien. Il ne pouvait surmonter la loi de l'influence. Vers la fin de son service militaire, Abraham Lincoln trouva sa place légitime en atteignant le grade de simple soldat. Heureusement pour Lincoln et pour le sort des États-Unis, il surmonta son incapacité à influencer les autres. Après son passage dans l'armée, Lincoln a fait de courtes missions peu brillantes dans le corps législatif de l'État de l'Illinois et à la Chambre des représentants des États-Unis. Mais, avec le temps et beaucoup d'efforts et d'expérience personnelle, il devint une personne ayant une influence et un impact remarquables et plus tard, l'un des meilleurs présidents de la nation. J'aime ce proverbe sur le leadership. Celui qui croit mener, mais n'a pas de suiveur, ne fait que se promener. Si vous n'arrivez pas à influencer les autres, ils ne vous suivront pas.
Et s'ils ne veulent pas vous suivre, vous n'êtes pas un leader. C'est la loi de l'influence. Quoi que l'on puisse vous dire, souvenez-vous que le leadership, c'est avoir de l'influence, ni plus ni moins. La loi de l'influence. Mettre en pratique dans votre vie. 1. Parmi les mythes cités dans le présent chapitre, quel est celui auquel vous avez particulièrement cru par le passé? Le mythe du management, de l'entrepreneur, de la connaissance, du pionnier ou bien celui du poste? Pourquoi étiez-vous plus sensible à ce mythe à votre avis? Quel impact a-t-il eu sur votre perception du leadership jusqu'à présent? Quelles sont les actions que vous devriez adopter afin d'élever la qualité de votre leadership? 2. Sur quoi comptez-vous le plus pour persuader les gens de vous suivre? Évaluez-vous sur une échelle de 1 à 10 pour chacun des 7 facteurs cités dans le chapitre. 1 signifie que le facteur est insignifiant, alors que 10 indique un facteur sur lequel vous vous appuyez régulièrement. Personnalité, qui êtes-vous? Réseau de relations, qui fait partie de votre réseau? Connaissance, que savez-vous? Intuition, que ressentez-vous? Expérience, quel est votre cheminement? Réussites antérieures, qu'avez-vous accompli? Aptitude, que pouvez-vous faire? Comment pourriez-vous améliorer ou utiliser d'une manière plus efficace les facteurs dont le résultat était plus faible? 3. Ciblez un organisme sans but lucratif pour lequel vous consacrerez bénévolement de votre temps. Si vous croyez que vous possédez des aptitudes en leadership, tentez l'expérience. Vous apprendrez ainsi à diriger par l'influence. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.